Monsanto. Rien que le nom, ça fait réagir. Pour certains, c'est le symbole de l'innovation agricole. Pour d'autres, c'est l'incarnation d'une multinationale aux pratiques plus que douteuses. L'histoire de Monsanto, c'est vraiment un mélange complexe de sciences de pointe, de business impitoyable et de conséquences humaines parfois tragiques. On va commencer fort, avec cette phrase qui donne des frissons. Elle nous parle de la mort de Mike Wallace, un agriculteur américain. Et ça nous plonge directement au cœur du sujet. Ici, on ne parle pas de science abstraite, on parle d'un conflit bien réel où les enjeux sont la vie et la mort. La question qui se pose est à la fois simple et terrifiante. Comment un produit chimique, conçu à la base pour tuer les mauvaises herbes, a-t-il pu conduire un homme à en tuer un autre? Pour le comprendre, il faut revenir au début de l'histoire. Le meurtre de Mike Wallace, ce n'est pas juste un fait divers sordide. C'est la conséquence directe d'un système où un herbicide surpuissant, commercialisé par Monsanto, a fini par monter les voisins les uns contre les autres. Leurs champs sont devenus de véritables champs de bataille. Alors pour saisir comment on a pu en arriver à une telle violence, il faut faire un petit bond dans le temps. Direction les années 40, à l'époque d'une découverte scientifique qui allait absolument tout changer dans le monde de l'agriculture. En 1942, des scientifiques découvrent le 2,4D. C'est une sorte d'hormone de croissance de synthèse. L'idée est géniale. À petite dose, ça stimule la plante. Mais à forte dose, ça la fait grandir tellement vite, de manière totalement anarchique, qu'elle finit par s'autodétruire. C'était, en quelque sorte, le premier cancer des plantes, mais en bouteille. Il faut s'imaginer ce que c'était avant ça. Le désherbage, c'était un travail de titan. On arrachait tout à la main, ou on utilisait des produits hyper dangereux comme de l'arsenic. Et là, d'un coup, on passe à un produit qu'on peut pulvériser sur tout un champ. Ça tue les mauvaises herbes, mais ça laisse les cultures principales, comme le maïs ou le blé, intactes. C'était une révolution, ni plus ni moins. Mais voilà, cette révolution avait une face cachée, un côté très sombre. L'évolution de ces premiers herbicides a fait apparaître une conséquence imprévue et terriblement toxique. Cette chronologie, elle est vraiment parlante. On découvre la dioxine, un poison extrêmement violent. Et quelques années plus tard, on l'utilise massivement dans l'agent orange pendant la guerre du Vietnam. C'est dans ce contexte, avec la toxicité de ces premiers produits qui devenait évidente, que Monsanto a développé son nouveau produit phare, le glyphosate, présenté comme l'alternative sûre. Le point crucial, il est là. Les entreprises, comme Dow Chemical, savaient. Ils savaient en interne que la dioxine était l'un des composés les plus toxiques jamais créés. Mais cette information capitale, ils l'ont gardée pour eux. Pendant ce temps, des millions de litres de ce produit contaminé étaient déversés. Il fallait donc de toute urgence trouver une alternative propre. Et cette solution miracle, c'est le glyphosate. Sur le papier, la science derrière est brillante. Le produit va bloquer un chemin métabolique qui est vital pour les plantes, la voie du shikimate. Et comme nous, les humains et les animaux, on n'a pas cette voie métabolique, l'argument de vente était simple, c'est totalement inoffensif pour nous. Sauf qu'il y avait une différence majeure. Les anciens herbicides étaient sélectifs. Ils ne tuaient que certaines plantes. Le Roundup, lui, c'était un tueur total. Tout ce qui était vert, il le détruisait. Pour les agriculteurs, c'était évidemment un gros problème. Mais pour Monsanto, c'était une opportunité en or. Alors, comment on fait pour vendre un herbicide qui tue aussi les cultures qu'on essaie de faire pousser? C'est simple. On modifie génétiquement les cultures pour qu'elles deviennent résistantes à cet herbicide. Et c'est comme ça que Monsanto a construit un empire, un monopole sans précédent sur le monde agricole. Le coup de génie commercial, il est dans ce contrat. Une petite ligne qui interdit aux agriculteurs de faire ce qu'ils font depuis des millénaires, garder une partie de leur récolte pour la semer l'année suivante. Désormais, ils étaient obligés de racheter chaque année des semences à Monsanto. Un cycle de dépendance totale venait d'être créé. Et pour s'assurer que tout le monde suivait les règles, les méthodes étaient, disons, assez musclées. On parle de détectives privés qui fouinent dans les fermes, d'une ligne téléphonique pour encourager la délation entre voisins, de procès à n'en plus finir. Une véritable culture de la peur s'est installée dans les campagnes. Et ces menaces n'étaient pas en l'air. En 2013, Monsanto avait déjà empoché plus de 20 millions de dollars en poursuivant des centaines d'agriculteurs. Pour beaucoup d'entre eux, même s'ils étaient innocents, le simple coût de la bataille juridique contre un géant comme Monsanto suffisait à les mettre sur la paille. Et puis, l'histoire a pris un autre tournant. Le champ de bataille s'est déplacé des champs agricoles aux salles de tribunal. C'est le moment où l'herbicide le plus vendu au monde a dû faire face à l'accusation la plus grave, son lien potentiel avec le cancer. En 2015, le Centre international de recherche sur le cancer, qui est une branche de l'Organisation mondiale de la santé, lâche une bombe. Le glyphosate est classé probablement cancérogène. Le contraste est saisissant avec le discours de Monsanto qui, depuis des décennies, répétait que son produit était plus sûr que le sel de table. C'est là que le scandale des Monsanto Papers a éclaté au grand jour. Cet email, révélé lors des procès, est accablant. Il décrit une pratique de ghostwriting, de prête-nom.
En gros, Monsanto écrivait lui-même des études scientifiques prouvant la sécurité de son produit et payait ensuite des scientifiques pour qu'ils y apposent leur nom. L'illusion d'une recherche indépendante était parfaite. Ce qui est fou, c'est que des études fondamentales, celles qui ont été citées des milliers de fois par les agences de régulation du monde entier pour autoriser le produit, avaient en fait été pilotées, voire écrites, par des employés de Monsanto. Toute la masse scientifique sur laquelle reposait la réputation d'innocuité du Roundup était compromise. L'impact financier de tout ça a été absolument colossal. Le groupe allemand Bayer a racheté Monsanto juste avant que cette tempête juridique n'éclate. Et au final, le montant qu'ils ont dû débourser pour régler les procès liés au cancer représente une part gigantesque du prix d'achat de l'entreprise. Alors aujourd'hui, quel est l'héritage de Monsanto? Quel impact durable cette entreprise a-t-elle eu sur la science, sur l'agriculture et surtout sur la confiance du public? C'est une question vraiment complexe. Pour bien comprendre, il faut remettre cette classification en contexte. Cancérogène probable, ça place le glyphosate dans la même catégorie de risque que la consommation de viande rouge ou que le travail de nuit. C'est un risque jugé moins élevé que celui de l'alcool ou du tabac, qui sont dans la catégorie 1, cancérogène certain. Le risque semble surtout exister pour les personnes qui sont exposées à de très fortes doses de manière répétée. Et voilà l'ironie suprême de toute cette histoire. Après des décennies d'utilisation massive, les mauvaises herbes ont fait ce que la nature fait toujours. Elles se sont adaptées. Elles sont devenues résistantes au glyphosate. La solution de l'industrie? Les nouvelles formules de Roundup contiennent maintenant du 2,4-D. Oui, le même produit chimique des années 40 que le glyphosate était censé rendre obsolète. La boucle est bouclée. Tout ça nous laisse avec une question fondamentale, une question qui résume parfaitement l'histoire de Monsanto. Quand les intérêts financiers d'une entreprise géante se heurtent aux impératifs de la science et de la santé publique, à qui peut-on encore faire confiance? C'est une réflexion qui va bien au-delà de l'agriculture et qui nous interroge tous sur le monde dans lequel on vit.